France Culture. Les nuits de France Culture. L'âme ne saurait développer tout d'un coup tous ses replis, car ils vont à l'infini. Extraite du paragraphe 61 de la monadologie de Leibniz, cette formule magistrale, opaque, presque aphoristique, est une matrice. Matrice de la pensée du philosophe et mathématicien allemand, certes, mais aussi de la pensée de Gilles Deleuze. C'est même là l'un de ses apports les plus connus à l'histoire de la pensée. La mise en relation entre Leibniz, le baroque et le pli. Une association singulière qui développe dans un livre publié en 1988. Mais c'est des années avant, sur les bancs de l'université de Vincennes, que les étudiants découvrent cette intuition extraordinaire et peu académique de Deleuze, se reposant sur une bibliographie plus que maigre et une approche qui à l'époque fut raillée par certains de ses contemporains, plus orthodoxes dans leur méthode. Ce numéro de Surpris par la nuit de Jean Dève, réalisé par Clotilde Pivin, reprend un enregistrement d'un cours donné par Gilles Deleuze sur le pli, Leibniz et le baroque en 1986. Ce cours est ponctué par l'intervention de 3 invités au profil bien différents, qui nous aident à déchiffrer la pensée de Gilles Deleuze. Georges Didier Huberman, philosophe et historien de l'art, Rodolphe Burger, compositeur, musicien et philosophe, et finalement Gilbert de Soultré, journaliste et surtout spécialiste du surf. Une émission diffusée pour la première fois le 25 avril 2002 sur France Culture. Surpris par la nuit. Gilles Deleuze, d'accord. Le pli, Leibniz et le baroque. Georges Didier Huberman, Rodolphe Burger, Gibus de Soultré. Le livre de Gilles Deleuze, Le pli, sous-titré Leibniz et le baroque, s'ouvre sur cette phrase. Le baroque ne renvoie pas à une essence, mais plutôt à une fonction opératoire, à un trait. Gilles Deleuze poursuit. Il ne cesse de faire des plis. Il n'invente pas la chose. Il y a tous les plis venus d'Orient. Les plis grecs, romains, romans, gothiques, classiques. Mais il courbe et recourbe les plis, les pousse à l'infini, pli sur pli, pli selon pli. Le trait du baroque, c'est le pli qui va à l'infini. Fin de citation. Il est possible que Gilles Deleuze aille à la recherche du corps multiple et continu. Plus exactement, cherche le secret du corps multiple et continu. Que veut dire continu appliqué au pli? Il s'agit d'un corps flexible, dont les parties cohérentes forment un pli, ou se séparent en parties de parties, se divisent à l'infini en plis, de plus en plus petits. Et le dépli n'est pas le contraire du pli, mais suit le pli
jusqu'à un autre pli. Le pli est organique, qui transforme des forces matérielles en forces plastiques. Le corps prépare le corps du désir, ou le corps inconscient. Et le cinéma, avec ses jeux d'ombre et de lumière, avec son jeu d'automates, comme le pli, offre à Gilles Deleuze les mécanismes d'un corps du désir. Je lis encore Gilles Deleuze, chapitre 7. Je dois avoir un corps. C'est une nécessité, une exigence. Et en premier lieu, je dois avoir un corps parce qu'il y a de l'obscur en moi. Gilles Deleuze, séminaire consacré à Leibniz du 28 octobre 1986. Pas besoin de savoir lire. C'est un livre, je vais vous dire. Rodolphe Burger, vous êtes musicien et philosophe. Entre autres, vous avez suivi quelques séminaires de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, philosophe, s'intéressant beaucoup à la musique. Alors, je voudrais que vous nous disiez vos rapports entre vous et les séminaires de Gilles Deleuze. Pour moi, il y a deux moments. Il y a eu un premier moment dans la fin des années 70, qui est la période de Vincennes. Et où j'étais un jeune étudiant en philosophie, qui courait tout Paris, allant d'un cours de Foucault à un séminaire de Lacan, un cours de Derrida, un cours de Barthes, aussi un cours de Deleuze. L'offre intellectuelle de cette époque était, laisse rêveur aujourd'hui évidemment, c'était extraordinaire. Et donc à la fois j'étais étudiant à l'université et au fond j'étais totalement passionné par des penseurs comme Deleuze, qui étaient dans une relation avec l'université totalement extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils avaient, lui surtout, pris une tangente spectaculaire. C'est-à-dire qu'un cours de Deleuze ressemblait absolument pas, évidemment, à un cours de la Sorbonne tel qu'on avait l'habitude d'en voir. Là, c'était... alors, il était précédé, Deleuze, d'une réputation effrayante dans le milieu universitaire. Et c'était très mal vu, en philo, d'aller... c'était très mal vu aussi d'aller écouter Derrida, mais Deleuze encore plus, c'était le diable. C'est-à-dire, il incarnait... il dévoyait la philosophie. Et on peut comprendre que les philosophes de profession étaient effrayés par cette chose nouvelle qui se produisait là. Qu'est-ce qui était effrayant à la fois pour eux et aussi pour... non pas pour vous, mais qu'est-ce qu'il y avait de différent? Ben, il y avait la situation du cours elle-même et le public de ces cours. C'est-à-dire que, on l'a souvent décrit comme ça, c'était une sorte de cours des miracles extraordinaire. Des gens venaient avec des animaux, avec des enfants. La foule se pressait autour de lui et c'était pas tellement donc un public d'étudiants en philosophie, il y avait de tout. Il y avait des gens, des artistes, mais aussi des gens qui n'étaient absolument pas dans des préoccupations universitaires. C'est-à-dire que il pouvait apparaître comme une espèce de gourou moderne, enfin totalement étrange. Et en même temps, il était évidemment extrêmement impressionnant. Alors là, c'est presque un paradoxe, c'est-à-dire que il était en même temps une figure très très altière, très très aristocratique, une sorte de prince comme ça, venu d'un autre âge. Absolument pas quelqu'un qui cédait à la mode, à l'air du temps, et qui était complaisant avec les effets qu'il produisait. C'est-à-dire qu'il était, au contraire, très irrité. Lorsqu'on lui renvoyait du deleuzisme, lorsqu'on lui renvoyait de la pulsion et du désirant et de la machine désirante, etc., il avait une attitude extrêmement nietzschéenne. Enfin, si vous voulez me suivre, commencez par me désobéir, ou commencez par ne pas m'imiter. Donc c'était un maître, presque un maître au sens zen du terme. Donc ça c'est le premier Deleuze, celui des années 70 que j'ai rencontré à Vincennes. Et puis ensuite il y a celui de Saint-Denis, des cours sur Leibniz, sur le pli, ces cours extraordinaires, éblouissants. Il faut dire que Deleuze était, je crois on peut dire, le plus grand professeur
de philosophie, alors aussi au sens classique du terme, c'est-à-dire si on veut comprendre quelque chose à Nietzsche, comprendre quelque chose à Spinoza, à Bergson, à Leibniz, il faut lire Deleuze. C'est un extraordinaire lecteur, mais ça n'est absolument pas un commentateur au sens universitaire du terme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui à la fois a été dans un rapport d'inspiration extraordinaire par rapport aux auteurs dont il parlait et qui fabriquait à partir de là une pensée totalement singulière, il jouait son propre jeu, enfin il était dans un rapport d'extrême liberté quoi, par rapport au code et aux règles du discours philosophique en général. Mais simultanément on peut dire que c'est peut-être le philosophe au sens le plus strict du terme, le plus grand philosophe français de la fin du XXe siècle. Bon, eh ben, c'est reparti. Cette année, je vous propose le sujet, le thème suivant. Leibniz comme philosophie baroque. Alors vous verrez si vous continuez à venir. Ceux qui continueront à venir, je leur demande dans l'année un travail qui n'est même pas un travail, c'est une manière de suivre, à savoir la lecture de n'importe quoi de Leibniz. Tout ce que vous voulez, c'est bon. Si vous ne savez pas quoi, je vous propose l'un ou l'autre de 2 opuscules très courts. Leibniz écrivait beaucoup par petits opuscules. Soit la monadologie, tout petit, vous voyez. Moi j'ai une petite édition, n'importe quelle édition est bonne, hein. Petite édition. En un an ça peut se lire, ça. La monadologie. Ou bien, un peu plus gros, mais pas beaucoup plus, le discours de métaphysique. Il y a une édition presse, non, chez Vrin, je crois, peu importe, qui réunit les deux, pour ceux qui voudraient lire les deux. Mais je précise que, surtout si vous lisez d'autres choses. Alors, je parle toujours en fonction de ceux qui continueront à venir. S'il y en a parmi vous qui ont la moindre formation mathématique, lisez n'importe quoi des œuvres mathématiques de Leibniz. S'il y en a parmi vous qui ont une formation musicale, on verra à mesure qu'on avancera en quoi des questions de musique sont très très profondément inscrites dans le système de Leibniz. Bon, on verra tout ça. Ce cours est abstraitement ou idéalement divisé en 2 parties, dont la première partie s'adresse au premier cycle, et la seconde partie s'adresse au 2e et 3e cycle. Mais la ligne de séparation est idéale, bien que tout à fait effective et administrative. Elle sera marquée tantôt par une récréation, tantôt par... courte durée, hein. Tantôt par quoi? Tantôt par un jeu de lumière. Bon, on y va. Alors pourquoi ce sujet? Je voulais faire qu'est-ce que la philosophie, et puis je ne suis pas prêt. J'ai pas pu. C'est un sujet tellement sacré, qu'est-ce que la philosophie, que je n'ose pas l'affronter. Mais c'est presque une introduction à qu'est-ce que la philosophie. Pourquoi?
La vie de Leibniz, c'est tout simple. 1646-1716. Je vous dis ça parce que c'est tout ce que j'ai à dire sur sa vie. C'est juste pour que vous situiez. Donc, il naît tout près de la seconde moitié du XVIIe siècle. Il meurt le XVIIIe siècle étant déjà bien entamé. Pour tout renseignement complémentaire concernant sa vie, qui est d'ailleurs très intéressante, vous vous reportez aux introductions d'usage. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avènement fracassant de Leibniz en philosophie? On peut dire très sommairement que c'est l'entrée de la philosophie allemande. C'est la philosophie allemande qui arrive. C'est l'entrée de la philosophie allemande en Europe. Et comment elle se marque, l'entrée de la philosophie allemande en Europe? Elle se marque par l'avènement du système. C'est avec Leibniz que le mot système va désigner l'ensemble de la philosophie ou l'ensemble d'une philosophie, celle de Leibniz. Est-ce que le système, ce serait la forme baroque de la philosophie? On nous dit qu'un tel mot ne peut être employé qu'avec beaucoup de précaution. Et que le mot même de baroque soulève beaucoup plus de problèmes qu'il n'indique des solutions. On nous dit, il faudrait savoir si c'est une catégorie esthétique ou si c'est une période historique. On nous dit, il faudrait savoir quel rapport exact baroque a avec Renaissance, avec classicisme, avec gothique, etc. On nous dit, il faudrait savoir quel temps et quel lieu, un baroque espagnol, un baroque d'Europe centrale. Leibniz est né près de l'Europe centrale, à Leipzig. Il est très proche de l'Europe centrale. On nous dit mille choses on nous dit même, le terme baroque, si on l'emploie rigoureusement, à quoi est-ce qu'il convient? Peut-être à l'architecture, à certains aspects de l'architecture, en tel lieu, tel moment. Mais est-ce qu'on peut parler d'une littérature baroque? D'une musique baroque? On nous fait toutes sortes de difficultés d'avance. Je dis, ce n'est pas des problèmes pour nous. Pour nous, on demanderait juste, je ne sais pas, je demanderais juste une petite chose. Avoir une idée vague ou une idée confuse de ce qu'on pourrait appeler baroque. Une idée très très simple, qu'on prendrait comme hypothèse. Et puis on chercherait les conséquences de l'hypothèse. On développerait l'hypothèse. Et puis on verrait si ça marche. Il faudrait une hypothèse fonctionnelle. Je veux dire, non pas définir une essence du baroque, mais définir quelque chose que le baroque serait supposé faire. Une opération. Je crois que on échapperait à tous ces problèmes qui nous fatiguent d'abord si on avait une hypothèse opératoire. Qu'est-ce que fait un homme baroque? Ben, mon hypothèse, elle est très simple, à condition que cette opération ne coïncide ni avec une opération qu'on pourrait appeler gothique, ni avec une opération qu'on pourrait appeler de Renaissance, ni avec une opération qu'on pourrait appeler classique, ni avec une opération qu'on pourrait appeler romantique, etc. Au niveau opératoire, il faut chercher, au niveau opératoire, une certaine spécificité du baroque. Si je formule ainsi l'hypothèse très générale, j'ai déjà la réponse. Je dis une chose toute simple. Le baroque fait des plis. Le baroque fait des plis.
C'est une hypothèse. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le baroque, c'est ce qui fait des plis. Je ne peux pas savoir. Je dis, il y a baroque. Là où la matière ne cesse de se replier sur elle-même, et où l'âme ne cesse de se plier. Si bien que cette séance aujourd'hui, nous pourrions la mettre sous le signe du paragraphe 61 de la monadologie, où dans le paragraphe 61 de la monadologie, ce paragraphe se termine d'une manière splendide. Une âme ne saurait développer tout d'un coup tous ses replis, car ils vont à l'infini. C'est tout, je ne souhaite même pas expliquer, hein. Il n'y a pas à expliquer, il y a à essayer d'abord de sentir. C'est une formule très étrange. Est-ce que vous l'imaginez, signer Descartes, une pareille formule, si peu que vous connaissiez Descartes? Est-ce que vous la... Non, c'est inimaginable. Les plis de l'âme. Elle est belle, cette formule, il faut que vous la preniez par cœur. Hein. Je l'ai perdue. Ouais. Elle ne saurait développer tout d'un coup tous ses replis, car ils vont à l'infini. Mais ça nous donne quelque chose, ça. Le pli baroque va à l'infini. Le pli qui va à l'infini, c'est le repli. Car c'est bien évident que c'est pas le baroque qui a inventé le pli. Par exemple, dans la sculpture, il y a toujours eu des plis. Ne serait-ce que par la représentation sculpturale du vêtement. Un vêtement fait des plis. Oui, d'accord, un vêtement fait des plis. Tout pli n'est pas baroque. Bien. Tant mieux, notre hypothèse est bonne, puisque nous avons déjà le caractère différentiel du baroque. Oui, tout pli n'est pas baroque, mais tout pli ne va pas à l'infini. Quand le pli va à l'infini, alors il y a baroque. Oh, mais le pli qui va à l'infini, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc tout pli est repli. Ça n'empêche pas que par commodité. Et c'est bien ce que dit Leibniz, puisqu'à propos des plis de l'âme, il dit, puisqu'ils vont à l'infini, c'est les replis. Ça n'empêche pas que par commodité, pour nous, nous parlerons spécialement des replis de la matière et des plis de l'âme. Est-ce dire qu'il y a deux niveaux, et que le baroque devra être saisi à deux niveaux, celui des replis de la matière et celui des plis de l'âme? Ce serait déjà très important pour nous, car se poserait immédiatement la question, dans quel rapport sont les replis de la matière avec les plis de l'âme et inversement? Vous sentez bien que, entre des ensembles de plis, est-ce qu'on peut établir un rapport de causalité? On peut établir sûrement des correspondances biunivoques. Ce sera un système, un système de correspondance entre les replis de la matière et les plis de l'âme. Mais enfin, tout ça, c'est très obscur. Mais cette obscurité, elle est tellement plus aisée, plus facile, que si on prenait la philosophie de Leibniz abstraitement. Car ce n'est pas une philosophie abstraite comme toute philosophie. Si bien que, premier aspect, je voudrais faire un système de repérage, à la fois dans ce qu'on appelle couramment le baroque, et dans la philosophie de Leibniz. Mon premier système de repérage concerne les replis de la matière. Je dirais que le baroque est la présentation d'une matière qui cesse de faire des plis ou de se replier et de se déplier. C'est que, sous ce premier aspect, le baroque se définit en effet par un traitement de la matière.
qui est quoi et qui consiste en quoi. Je dirais que le traitement baroque de la matière est un traitement de masse. Le baroque traite la matière par grande masse. Et la notion de masse va être fondamentale dans l'art baroque. Un des meilleurs commentateurs et un des premiers commentateurs du baroque, Wölfflin, dans un livre qui est sans doute et qui reste le meilleur livre ou un des meilleurs sur le baroque, Renaissance et baroque, traduit en français aux éditions Montfort. Wölfflin, W-O-L-2-F-L-I-N, met l'accent sur ce premier point, le traitement de la matière par masse comme caractéristique du baroque. Et c'est par là que nous dit Wölfflin, le baroque opère dans le colossal ou le grand. Et son caractère fondamental, dit Wölfflin, c'est la gravitas, la gravité, la pesanteur. Quelque chose qui arrive, toujours en plus, et une espèce de pensée qui ne s'arrête jamais, qui à la fois reprend toujours la même chose, et du début à la fin, on a l'impression, ne cesse de creuser le même sillon, enfin, et puis c'est constamment renouvelé, puissamment inspiré par des objets nouveaux. Il y a une espèce de remise en jeu extraordinaire, aussi bien dans les cours, dans les livres, des mêmes problèmes, des mêmes questions, mais rejouer à chaque fois de façon nouvelle. Comment pourriez-vous résumer ou raconter le concept du pli? Comment vous, en direct, vous l'avez perçu? Alors là, là, ne me demandez pas ça, parce que... Bon. D'une part, je suis, comment dire, rouillé du... Il y a quelque chose de sensuel, quand même. Oui, mais je n'ai rien retenu, je peux dire, apparemment. Du détail de la problématique philosophique que je retrouve si je lis évidemment le texte et je me replonge dans Leibniz, etc. Mais alors, c'est vraiment ce qui est imprimé, inoubliable, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du ton et de ce qui se communiquait, quel que soit l'objet, qu'il s'agisse de Leibniz, de Spinoza ou d'autre chose, qui parle du chant des oiseaux ou de Fitzgerald, de la nage, de la brasse, enfin, quel que soit l'objet, il y a quelque chose qui se communiquait. C'est-à-dire que ce dont je me souviens, c'est ce geste de Deleuze toujours, quand on l'interrogeait, cette chose qui transmettait, qui était, par rapport aux questions des uns et des autres, est-ce que vous pensez que, etc. C'est cette façon de dire, attendez, d'éliminer la question des conditions de possibilité, suis-je fondé à parler de, ai-je le droit de, etc. Il disait, si vous avez la chance d'avoir, ne serait-ce que l'embryon d'un désir qui vous porte vers quelque chose, une idée, même qui vous paraît toute petite, vous ne savez pas si elle est fondée, si elle est légitime. Si vous avez la chance d'en avoir une, même toute petite, allez-y à fond. Enfin, cette façon de pousser dans le sens du désir intellectuel et de désinhiber par rapport aux scrupules en général qu'on peut avoir et qu'on apprend aussi à avoir en philosophie. On n'a pas le droit d'eux, il faut d'abord examiner les conditions d'eux, etc. De façon qu'a Deleuze de toujours désinhiber le travail de pensée, de le favoriser, quoi, de le stimuler. Donc il y a cette espèce de pédagogie en un sens extrêmement noble et élevé. Enfin, c'est cette chose
de pousser l'autre à aller dans le sens de son désir. De là, mal vu, mal su, dessous, dessus, tout vient et va, tout vient et va. Et on reconnaît l'architecture baroque, non pas au seul caractère, mais parmi ces caractères, au caractère suivant, l'accroissement des dimensions architecturales. Mais sous quelle forme? On va repérer, là, essayons de faire des points de repère. Premier caractère, selon Wölfflin, l'élargissement horizontal. Une espèce d'élargissement. Qui se trouve, par exemple, dans l'élargissement horizontal des façades dans l'architecture baroque. Et cet élargissement est confirmé par l'abaissement du fronton. Je dis des choses très très élémentaires quant à l'architecture baroque, l'abaissement du fronton. Ou bien les arcs surbaissés, dès lors elliptiques. Vous voyez, comme une espèce de gravitas. La plénitude du mur, qui ne laisse plus voir ses articulations, et qui opère là une espèce qui est recouvert, dont les articulations sont recouvertes, ce qui implique un effet d'élargissement. Le pilier au lieu de la colonne, même effet. Les escaliers à marche basse, par exemple, que vous trouvez déjà chez Michel-Ange. Non seulement à marche basse, les escaliers, mais suivant des escaliers célèbres de Michel-Ange, je dis là comme ça, peut-être vous sentez la naissance du pli. Et ce renflement, cette boursouflure, alors avec des marches basses, ce renflement, cette boursouflure produit un mouvement en avant. Bon. Les escaliers baroques sont les plus agréables à monter, vous savez. Des marches larges et basses. On a à peine l'impression de monter. Bien, deuxième caractère qui s'enchaîne, c'est une espèce de traitement de la matière pas simplement par élargissement, mais du coup, il faudrait que vous sentiez que ça s'enchaîne. J'ai pas envie de faire là des déductions logiques. Sentez que c'est des passages très naturels. Dès lors, traitement de la matière par amollissement. Les masses sont molles. Traitement de la matière non seulement par masse, mais par masse molle. En d'autres termes, là, la mollesse de la forme dans l'escalier de Michel-Ange est évidente. À la limite, il faudrait parler d'une tendance de la matière au fluide. Une espèce de turbulence de la matière. Et cette position des masses molles implique quoi? Il implique quelque chose qui va être essentiel.
qui va être pour nous essentiel aujourd'hui et pour la prochaine fois. Un arrondissement des formes anguleuses. Comme dit Wölfflin, qui le répète à plusieurs reprises, et ça me paraît quelque chose de fondamental quant au baroque, on évite l'angle droit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette tendance à la mollesse, cette tendance au fluide, encore une fois, représentée par l'arrondissement de l'angle, l'évitement de l'angle droit. À la limite, c'est comme une conciliation de la masse et de l'eau. Sur cette mollesse des formes, il y aurait beaucoup à dire. Par exemple, c'est Michel-Ange qui invente un curieux procédé. Faire ses ébauches architecturales, pas de sculpture, hein, ses ébauches d'architecture en argile. Et encore une fois, ceux qui liront le livre de Wölfflin, qui est tout à fait beau, vous verrez à quel point il insiste sur cette tendance du baroque à éviter l'angle droit, à arrondir la forme, ce que permet évidemment une ébauche argileuse. Or, je dis à la limite, c'est une conciliation de la masse et de l'eau. Et en effet, le baroque n'est pas seulement une architecture, c'est un art des jardins. Et l'art des jardins entraîne un traitement des eaux. Et Wölfflin lui-même insiste sur, à la fin de son livre, sur l'art des jardins baroques, avec les trois formes du traitement des eaux, la fontaine, la cascade et la pièce d'eau, lac ou étang. Et il montre que dans tous les cas, l'originalité du baroque, l'originalité du jardin baroque, c'est que l'eau elle-même doit faire masse. Par opposition à quoi? Par opposition au clair ruisseau. Clair ruisseau qui, au contraire, règne dans toutes sortes d'autres formations. Mais la formation baroque opère par masse d'eau. Même dans la fontaine, les jets multiples se rejoignent, constituent une masse. Finalement, le fluide est massif, de même que la masse est fluide. Et à ce niveau, on voit bien dès lors tout opère par masse. Le solide, qui en fait est un solide mou, le fluide, qui est un fluide de masse, avec turbulence, et entre là encore en consonance avec d'autres masses. Est-ce que vous sentez naître alors un autre thème? C'est qu'entre des masses, il ne peut y avoir que des harmonies. L'harmonie de masse, l'harmonie comme résonance des masses. Entre des masses, il doit y avoir des harmonies. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que la masse des feuillages et la masse des eaux se répondent. Entrent en contrepoint. Pourquoi en contrepoint? Ils sont sonores tous deux. Il y a des masses sonores en correspondance avec les masses visuelles. Les masses sonores, c'est ce qu'on appellera des rumeurs. Et à la rumeur des feuillages doit répondre la rumeur des eaux. Et Wölfflin insiste beaucoup là-dessus, comment précisément dans l'art baroque. Le feuillage est traité comme masse, d'où l'arrondissement des feuilles.
et non pas traiter une feuille par feuille. Un art de masse. Un art de masse, tel est le baroque, simplement, vous comprenez, si c'est un art de masse. En effet, c'est un art du mot. Un art du mot. Pourquoi est-ce que la masse est molle? Parce que c'est ça qui fait masse. C'est une manière de dire que la masse ne peut pas être engendrée à partir d'individus ultimes. Il n'y a pas d'individu ultime. Le traitement, c'est nécessairement que le traitement de masse opère par amollissement, c'est-à-dire par arrondissement des formes anguleuses. Très souvent, je l'observe autour de moi, ça m'arrive aussi, l'historien est exaspéré par le philosophe. Georges Didier Huberman. Parce que souvent le philosophe n'est pas exact. Parce que le philosophe... Vous voulez de nommer personne? Le philosophe pas en général. Pourquoi pas? Est-ce vrai de Spinoza? Ah non, je ne parlerai pas de Spinoza, non, pas du tout. Je parlerai de philosophes contemporains, par exemple, qui investissent, ça arrive souvent, le champ de l'esthétique et de l'histoire de l'art. Alors, je crois que c'est Bachelard qui disait le philosophe, c'est un spécialiste en généralité. Et c'est ça qu'en général, l'historien reçoit mal, et de façon légitime. Vous voulez un nom, par exemple, pardonnez-moi, je parlerai de Dagonet, par exemple. Il me semble que le philosophe comme spécialiste en généralité, qui érige une certaine hauteur professorale sur des sujets qu'il fait tout pour camoufler, en camouflant le fait qu'il ne les connaît pas bien, c'est exaspérant. Et ça ne tient pas le temps d'ailleurs, ça vieillit mal. S'il est assez extraordinaire, c'est une expérience que j'ai, puisque je me sens commencer de vieillir, que... Ça vieillit même dans l'instant. Que une tricherie, ça se voit pas tout de suite, mais ça se verra toujours un jour ou l'autre. Or, Deleuze propose autre chose. C'est clair que Deleuze, d'abord, ne propose pas des généralités. Il a contesté ce concept, et il a parlé en termes de singularité. Donc, il y a chez Deleuze le refus de parler depuis une hauteur. Ça ne fonctionne jamais comme ça. Ces concepts ne sont jamais généraux. Et pourtant, ces concepts ne sont pas liés à un seul domaine. C'est ça qui est magnifique. C'est que ce qu'il appelle des multiplicités, ça relève chez lui à la fois d'une très très grande puissance de pensée, et je dirais d'une générosité, parce que il est magnifique de voir que quand il lâche quelque chose, il le lâche, c'est-à-dire c'est plus à lui. C'est vraiment une générosité. Donc puissance généreuse de la pensée d'un côté, puis de l'autre côté, il y a une sorte de candeur, je dirais. Ça se voit beaucoup dans ses notes. Son système de notes est déconcertant pour n'importe quel universitaire. C'est-à-dire des notes qui manipulent à la fois des grands textes et puis tout à coup une chose minuscule, parallèle, marginale, etc. C'est ça le nomadisme aussi. Alors, j'ai souvent l'impression que lorsqu'il fait une proposition conceptuelle, c'est comme si moi je vous lançais un mouchoir plié devant vous. Alors si vous voulez en avoir une valeur d'usage, vous le dépliez et puis vous le replierez dans un autre sens, quelque chose comme ça. Si je vous donne cette image, c'est aussi parce que je veux en venir à cette question du pli, bien sûr. Mais c'est un peu ça. C'est pas une généralité, c'est une singularité qui peut se déplier autrement. Et du coup,
eh ben on peut l'utiliser. Et même en dehors, et même quelquefois contre le contexte où Deleuze le place. Vous voyez ? Je cherche des repérages. Est-ce que la philosophie de Leibniz consonne avec tout ça? Oh oui. La matière est tellement traitée par masse chez Leibniz que jamais elle n'est séparable d'un terme que Leibniz emploie, l'agrégat. La matière va par agrégat. Et l'agrégat est la loi de la matière, non moins que l'âme aura aussi une loi, et que tout le problème de la philosophie de Leibniz sera quelle est la correspondance entre ces deux lois. Je dis tout de suite, la loi de l'âme, ce n'est pas l'agrégat, sinon c'est la série. Mais la série, ça en fait peut-être que la série, c'est aussi quelque chose de très baroque. Et pourquoi ça, pour le moment, ça nous dépasse. La matière se divise en agrégats, et les agrégats se divisent eux-mêmes en agrégats. Toute une rumeur de la matière. Au niveau de la matière, vous ne trouverez que des agrégats infiniment divisibles et infiniment composables. Or, je dis juste, les agrégats ignorent les angles. Les agrégats sont courbes. Comme ils vont à l'infini, une courbe qui va à l'infini, c'est un pli. Les agrégats font des plis. Cherchons un peu mieux les repères avec Leibniz. Dans toute sa physique, Leibniz étant aussi un grand physicien, dans toute sa physique, qu'est-ce que Leibniz va faire? Une physique des corps qu'il appelle lui-même élastiques. Et l'élasticité pour Leibniz, là il nous le dit en toutes lettres, c'est le degré de fluidité d'un corps. Une physique du corps élastique ou du corps fluide. Élasticité signifiant un degré de fluidité du corps. Pour Leibniz, il n'y a pas de corps dur et il ne cessera de critiquer Descartes. Parce que toute la physique cartésienne est une physique du corps dur, au point que certains cartésiens ont tiré la bonne conséquence de la physique cartésienne, à savoir, ils sont revenus à l'atomisme. L'atome étant le plus petit corps dur. Mais pour Leibniz, il n'y a pas d'atome. Toute masse est composée de masse, à l'infini. Pas plus qu'il n'y a de corps dur, tout corps étant élastique, son élasticité étant équivalent à son degré de fluidité. Une physique du fluide ou de la force élastique du corps. En latin, vis elastica, dit Leibniz. Je peux en quelques mots
décrire l'expérience de l'historien de l'art, lisant alors l'un des derniers chapitres, si ce n'est le dernier chapitre, oui, c'est le dernier chapitre, intitulé La Nouvelle Harmonie, où il est donc question du baroque en tant que style. Alors, il y a une bibliographie consternante de pauvreté, Van Uxem, une histoire de la sculpture chez Schira très générale qui n'apprend rien, et Wölfflin. Bon, disons, la référence, c'est Wölfflin. Wölfflin sous son aspect le plus trivial, enfin, c'est-à-dire l'opposition entre Renaissance et baroque. Donc, on commence ce chapitre avec des polarités canoniques, et puis voilà qu'il part. Le baroque, c'est le pli, la matière vêtue, rupture avec l'espace de la Renaissance. Il y a des plissés, des drapés, Zurbaran, le buste de Louis XIV par le Bernin, et puis ces deux reproductions de nature morte. Donc là, on se dit, il a mal choisi ses exemples. Donc ça, c'est un premier temps où, d'une certaine façon, je dirais que Deleuze se contente de territorialiser le baroque, là, curieusement. Bon. Et puis, c'est là que ça commence. C'est là que ça devient en mouvement et généreux. C'est-à-dire qu'il opère deux ou trois déplacements même. Tout à coup, ça se déplace. Alors, le premier déplacement, je l'ai sous les yeux, là, ce sont les pages 164-166 du livre sur le pli. C'est que de la fameuse rhétorique baroque, avec son pathétisme et tout ce que vous voudrez, hein, tout à coup, il lâche le mot texture, mais bon, ça va très loin parce que dès qu'il en parle, ce n'est plus un art des structures, mais des textures. Donc dès qu'il en parle, on sent très bien qu'il introduit le motif paradigmatique très général de la texture comme critique du structuralisme. Déjà, donc il joue déjà sur deux niveaux. Dans sa tête à lui, peut-être toujours ces structures Renaissance, la perspective, etc., versus texture baroque. Là, il a tort. Là, il a tort parce que ce que, en particulier, Warburg a montré, et qu'est-ce que j'aurais aimé que Deleuze ait eu la connaissance de Warburg, c'est que Warburg montre que tout ce qui est en jeu là, dans le pli, etc., ça a lieu au début de la Renaissance. Mais bon, tant pis. La texture et l'élément, les éléments physiques. Il a ce moment magnifique où tout à coup... Donc on n'est plus dans l'histoire de l'art. On est dans une espèce de raisonnement, d'ailleurs très leibnizien, sur, quand il dit, cette libération des plis qui ne reproduisent plus simplement le corps fini, s'explique facilement. Un tiers, des tiers se sont introduits entre le vêtement et le corps. Et ce sont les éléments au sens physique, lucrétien du terme. Bon, alors il y a l'eau, il y a l'air, il y a le feu et il y a la terre. En particulier l'air va... vous voyez mon lapsus, Warburg, j'allais dire. Deleuze parle de vent surnaturel. Je rappelle juste que c'est sur la notion de vent surnaturel et de brise imaginaire, c'est le mot exact, que Warburg a commencé son analyse de Botticelli. Le fait que, à une certaine époque dans l'art, il y ait une nécessité de faire passer les éléments mouvementés, les flux, le pathos, par le jeu des textures. C'est ce que Warburg découvre en 1893 lorsqu'il dit « Les personnages de Botticelli sont impassibles, ce qui est pathétique et en mouvement, ce sont les chevelures et les drapés. » Et c'est ça qu'il faut regarder comme des éléments à la fois donc de pli par excellence et des éléments expressif de mouvement et de pathos. Donc là, on est à la fois, en lisant Deleuze, dans une sorte... Il met tout de suite le doigt sur la chose juste, c'est-à-dire cette façon dont les éléments physiques interfèrent et
donnent leur forme informe à tous ces drapés bouillonnés, plissés, tout ce que vous voudrez. Donc il a l'intuition juste, simplement historiquement, il a le tort d'être encore avec Wölfflin. Deuxième déplacement, et là, on va l'entendre au micro, je tourne la page. Juste la page... Ah non, j'en tourne 2. Incroyable. Deuxième déplacement, là, le philosophe canonique va rien comprendre, et l'historien de l'art canonique va s'évanouir. Tout à coup, Karl André, Tony Smith, enfin, c'est hallucinant. Tout à coup, l'art minimal. On passe directement. Alors ça, c'est pas un philosophe qui regarde de haut, c'est véritablement un nomade qui tout à coup se déplace. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, d'un côté, dans la bibliothèque de Deleuze, il y a, comme tout le monde là, le livre de Wölfflin canonique, et puis, par un hasard du calendrier, Deleuze a reçu le numéro d'Art Studio d'automne 1987, qui est une toute petite revue, et là, il s'adresse, et c'est là que je trouve ça merveilleux, il prend avec autant de sérieux les auteurs de cette revue, en particulier quelqu'un de beaucoup moins connu que Heinrich Wölfflin, c'est Jean-Pierre Criqui, qui est un extrêmement remarquable critique d'art, et Deleuze lit Jean-Pierre Criqui avec la même générosité, le même respect qu'il lit du Leibniz ou du Wölfflin. En lisant Criqui, il entend parler de quelqu'un, à mon avis, dont il n'a jamais vu une seule œuvre, c'est Tony Smith. Tony Smith, qu'est-ce que ça a à voir avec le pli? Et encore, qu'est-ce que ça a à voir avec le baroque? C'est un type qui faisait des cubes noirs en acier. Simplement, Jean-Pierre Criqui a fait une analyse magnifique de ses œuvres, dans laquelle il raconte en particulier une expérience de Tony Smith sur une autoroute en pleine nuit. Et Deleuze se saisit immédiatement de ça pour dire que c'est la situation leibnizienne par excellence. Rouler seul sur une autoroute en pleine nuit alors que les lampadaires sont éteints, en fait. Là, voilà. Donc, deuxième déplacement du pli vers une idée en quelque sorte combinatoire, quelque chose qui a été préparé dans le livre bien plus tôt, dans les magnifiques pages où il est question de Simon Entaille. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le baroque vole en éclats comme style, et que donc, heureusement, Wölfflin vole en éclats à ce moment-là. La critique professionnelle aussi vole en éclats. Je veux dire, la critique professionnelle de l'art minimal. Parce que quel est le critique américain spécialiste d'art minimal qui ferait le lien avec le baroque et Leibniz? Pas grand monde, probablement. Donc là, il y a cette espèce de déplacement qui est complètement erroné d'un point de vue historique, on est bien d'accord, et qui est d'une teneur de vérité fabuleuse. Et en même temps, j'insiste sur passer de Wölfflin à Criqui, c'est la bonne opération. Enfin, c'est très intéressant. Hein. Et puis, il y en a un troisième déplacement qui va clore mon raisonnement, puisque je suis parti de l'idée, un peu du regret, l'idée que, en fait, ce que Deleuze découvre dans le baroque, grâce à Wölfflin, c'est ce qu'il aurait pu découvrir bien avant, grâce à Warburg. Et ben, ce que j'ai fait, sans vraiment l'avoir décidé, j'ai regardé le livre précédent, le livre écrit juste avant le pli. C'est le livre sur Foucault. Or, le livre sur Foucault a lui aussi son dernier chapitre sur les plissements. Ça s'intitule « Les plissements ou le dedans de la pensée ». Et le concept qui est en jeu là, c'est la subjectivation. Il s'interroge en particulier, c'est un chapitre extraordinaire, c'est sublime, c'est vraiment un texte magnifique. Il s'interroge sur le fait que Foucault, à la fin de sa vie, retourne au grec. Comme tout le monde. Et c'est là que la notion de plissement émerge et qui sera ensuite développée à propos de Leibniz et du baroque. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, à la fois, cette notion de plissement,
Elle est introduite dans un débat sur la philosophie contemporaine, clairement, comme dans le pli. Le plissement, c'est un outil qui permet de dépasser et la structure, donc et le structuralisme, les philosophies du dispositif, si vous voulez, et ce qu'il appelle une phénoménologie vulgaire, exactement. Il montre comment, en fait, Foucault a dépassé la phénoménologie vulgaire de l'intentionnalité. Ce sont son propre mot. C'est dans ce débat très très contemporain qu'il a fallu à Foucault un retour au grec. Et ce qui est magnifique, c'est que ce que dit Deleuze, c'est que le plissement, c'est l'œuvre des Grecs, l'œuvre théorique des Grecs. Page 108 du livre sur Foucault. Voilà ce qu'ont fait les Grecs. Ils ont plié la force sans qu'elle cesse d'être force. Ils l'ont rapportée à soi. D'où le livre de Foucault, le souci de soi. Hein, c'est ça, c'est de ça qu'il est question. La force pliée, la subjectivation, etc., etc. Or, moi, quand je lis ça, je suis historien de l'art, je dis, bon, les Grecs ont inventé le plissement. C'est bien sûr qu'ils ont inventé le plissement. Ils touchent avec cette sorte de candeur. Mais comment dire, tout cela me fait regretter une discussion avec Deleuze. Évidemment, on a toujours envie de discuter, non pas polémiquement, mais de discuter. Mais évidemment, si je regarde, moi, le fronton du Parthénon de cette façon, c'est bien que Deleuze est passé par là. Paragraphe 64 de la monadologie. Voilà. Là, c'est vraiment aussi un beau texte. Chaque corps organique d'un vivant est une espèce de machine divine ou d'automate naturel. On se dit, ah bon, c'est une proposition mécaniste. Mais on attend la suite. Parce qu'une machine faite par l'art de l'homme, n'est pas machine dans chacune de ses parties. C'est un mécanisme, c'est une mécanique, c'est pas une machine. Par exemple, la dent d'une roue de laiton a des parties ou fragments qui ne nous sont plus quelque chose d'artificiel et non plus rien qui marque de la machine par rapport à l'usage où la roue était destinée. Mais les machines de la nature, c'est-à-dire les machines naturelles ou les vivants, mais les machines de la nature, c'est-à-dire les corps vivants, sont encore des machines dans leur moindre partie jusqu'à l'infini. Une machine infiniment machinée. Dès lors, elle ne cesse pas de se plier. Dès lors, il y a homothétie de la partie et du tout. Et qu'est-ce que c'est que le tout, sinon la partie dépliée? Et qu'est-ce que c'est que la partie, sinon le tout enveloppé, replié? Au point que Leibniz peut dire, mais vous savez, c'est pas compliqué l'histoire qui affole les âmes pieuses, à savoir qu'est-ce qui se passe avec la mort. Mais avec la mort, c'est tout simple, il nous dit. Je vais vous dire ce qui se passe avec la mort. En fait, il n'y a pas d'âme sans corps. Donc, l'idée que à la mort, notre âme se sépare du corps, c'est une idée tout à fait bête, c'est pour simplifier. C'est pas ça, en fait, il n'y a pas d'âme sans corps. Simplement, à la mort, notre corps s'enveloppe à l'infini, si bien qu'il devient infinitésimal.
Et on aura beau alors se faire brûler, on aura beau se faire inciter, ben, ça ne change rien. Mais dans les cendres, il y aura toujours un corps si petit qu'il soit, qui est mon corps tel qu'il est enveloppé à l'infini. Et le jugement de Dieu, donc, je garde toujours un corps. À la mort, je garde un corps. Simplement, ce corps est infiniment enveloppé, infiniment replié sur lui-même. C'est beau comme idée. Et qu'est-ce que c'est que le jugement de Dieu? Au jour du jugement de Dieu, voilà que tous ces corps infiniment repliés depuis leur mort, exactement comme le papillon qui se déplie, sortant de la chrysalide, c'est ça, sortant de la chrysalide, le papillon se déplie. Eh bien, nos corps, quand tonnera le jugement de Dieu, nos corps se redéplieront. Et nous retrouverons en fait des corps qui ne nous auront jamais quittés, qui simplement étaient devenus comme autant de têtes d'épingle infiniment pliées. C'est beau, c'est la machine infiniment machinée que vous pouvez prendre à ces deux niveaux, ou bien d'infinie contraction. Le corps infiniment plié sur lui-même, ou infinie extension. Le corps déplié sur lui-même, le corps glorieux du jugement dernier. Hein, ça fait rêver, ça. Donc, ce qu'il faut reprocher encore une fois à la mécanique, c'est de rien comprendre aux machines. Et le vitalisme, c'est l'identité du vivant avec une machine infiniment machinée. Voilà, ça c'est le premier aspect qui concerne, si vous voulez, l'organisme. Il y a une infinité d'organismes dans l'organisme. C'est-à-dire une infinité d'organismes sont pliés dans chaque organisme. Il y a des mouches de mouches de mouches à l'infini. Voilà. Et l'autre aspect du vitalisme, il y a un autre aspect. C'est que, dès lors, mais les organismes eux-mêmes, d'où ils viennent? Ils viennent sans doute de vivants simples, puisque c'est déjà des agrégats, les organismes. Ils viennent de vivants simples, mais je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Hein, ça, on verra ça plus tard. Le simple chez Leibniz, comment il y en aurait, puisque tout va à l'infini, sans qu'il n'y ait pas de simple. Je dis comme ça, à tout hasard, hein, des vivants simples qui existeraient à un autre niveau que celui où on est. S'il y a ça, hein, qu'est-ce que ce sera? Le second aspect du vitalisme, c'est qu'un organisme est toujours fait d'une portion de matière en tant qu'animé par des éléments simples. Voyez, premier aspect du vitalisme, c'est un organicisme. Deuxième aspect, de quoi est fait l'organisme? D'éléments simples en tant qu'ils animent une portion de matière si petite qu'elle soit. Cette fois-ci, ce n'est plus le point de vue de l'œuf, c'est le point de vue de l'animalcule. Et c'est bien connu dans toutes les histoires de la vie, de la notion de vie. Vous trouverez les disputes entre les écoles au XVIIe siècle, une école s'appelant l'ovisme, l'œuf, les ovistes, et l'autre s'appelant les animalculistes, les partisans des animalcules. Qu'est-ce qui compte, l'œuf ou finalement le spermatozoïde? C'est un problème qui traînera partout ensuite. C'est les deux points de vue du vitalisme. Leibniz les réunit très bien tous les deux. De quoi est fait un organisme? C'est-à-dire, la matière organique, elle est faite de quoi? Eh bien, au second niveau, on répond. La matière organique, elle est faite d'éléments simples, animants, une portion si restreinte qu'elle soit de matière organique, de matière inorganique. Vous comprenez? On est passé de l'œuf aux animalcules. Or, c'est le chemin du
c'est le chemin du microscope. Les textes de Leibniz sur le microscope sont des textes fondamentaux pour toute sa philosophie. Et alors, d'où nouvelle série de formules tout à fait géniales de Leibniz, qui consiste à nous dire, de ce second point de vue, les animalcules, vous voyez, des éléments simples qui animent une portion de matière inorganique, si petite que soit cette portion. Ça revient à dire quoi? Et ça revient à dire, tout n'est pas vivant. Bien sûr, tout n'est pas vivant. Il y a de la matière inorganique. Les masses matérielles, c'est pas vivant. Tout n'est pas vivant, mais partout, il y a du vivant. Et je connais très peu de philosophies de la vie qui soient aussi belles, même parmi les modernes, que cette idée de la diffusion du vivant chez Leibniz. Vous voyez, c'est autre chose. Le premier aspect du vitalisme leibnizien, c'était les augmentations et diminutions, c'est-à-dire les enveloppements et développements. Le deuxième aspect du vitalisme, c'est la diffusion. La diffusion des animalcules dans toute portion, quelle qu'elle soit, de matière inorganique. Et c'est comme s'il nous disait, mais il y a toutes sortes de textes de Leibniz qui suggèrent cette formule, c'est comme s'il nous disait, vous comprenez, dans un étang ou dans un lac, traitement des eaux par le baroque, dans un lac ou un étang, tout n'est pas poisson, mais il y a partout des poissons. Tout n'est pas poisson dans le monde, mais il y a partout des poissons. C'est le deuxième aspect du vitalisme, ça. Ça répond à la formule, cette fois-ci, des éléments simples diffus dans toute portion de matière inorganique, si petite qu'elle soit. Et Leibniz, dans la correspondance avec Arnaud, va poursuivre des comparaisons, là encore, des rapports d'harmonie, des consonances entre deux cas de matière, le lac plein de poissons, d'une part, et d'autre part, le carreau de marbre. Et ces textes sont sublimes, très très bons. Le carreau de marbre paraît être le corps le plus dur. Et Leibniz va montrer que le carreau de marbre ne diffère pas en nature de l'étang plein de poissons. Et que dans le carreau de marbre aussi, il y a une infinité d'animalcules diffus. Bon. Alors, bien, tout n'est pas poisson, mais partout il y a des poissons. Le monde est un étang plein de poissons. Je dirais que ce vitalisme nous importe parce qu'il confirme. Qu'est-ce qu'il confirme? Voilà. Le traitement par masse, je résume là nos résultats, le traitement par masse, comme définition possible du baroque, opère à tous les niveaux par plis et déplis. Deuxième proposition de conclusion. Les plis et déplis vont à l'infini. C'est ça, la différence du baroque avec toutes les autres formations. Troisième conclusion. S'il en est ainsi, les corps ne sont pas des corps durs, mais des corps élastiques. Et à la limite des corps fluides. Et leurs trajets ne sont pas des rectilignes, mais des courbes. Et leur opération consiste perpétuellement à arrondir les angles, à éviter l'angle.
au besoin par une courbe à courbure variable. Voilà. Ça, c'est le premier aspect qui concernait. Y a-t-il un traitement de la matière qu'on puisse appeler baroque? Vous allez vous reposer pas longtemps, hein, et puis vous réfléchissez un peu et vous me dites s'il y a des difficultés ou des questions. Gibus de Soultray, je sais que vous avez lu le Pli de Gilles Deleuze en tant que lecteur et aussi en tant que surfeur. Oui, en effet. Le Pli de Gilles Deleuze a été un peu l'objet d'une rencontre et d'un échange entre lui et les surfeurs par mois. Et la figure du Pli nous a interpellés parce que la vague est en fait un pli sur l'océan. Et le surfeur s'intègre dans ce pli pour prendre la vague. Et c'est un pli qui se déplace, c'est un pli qui est formé par le vent. Et justement, Deleuze, dans son livre, en parlant du pli et du contre-pli, à un moment, a cette phrase en disant que le vent forme le pli à la surface. Et donc toute la dynamique qu'il a dégagée du pli au travers de la philosophie de Leibniz, nous la retrouvons, nous, dans l'expérience du surf que nous vivons sur le bord des plages. Qu'est-ce qui vous a porté à lire le Pli? Lire le Pli, disons qu'il y avait une rencontre qui était un peu antécédente au Pli avec Deleuze. J'ai personnellement un peu une petite trajectoire au travers de Deleuze et de sa philosophie. J'ai eu, quand j'étais jeune, adolescent, je suis parti pour un très long voyage. Et au retour de mon voyage, j'ai été à Vincennes et j'ai été écouter ses cours. Et je suis tombé à un moment où il parlait des nomades. Et justement, il parlait pas du Pli à ce moment-là, mais il parlait de l'espace lisse, qui était l'espace des nomades et de tout cet univers de l'errance, d'où je venais, puisque pendant 2 ans, j'avais voyagé. Et 10 ans plus tard, alors que je m'occupais d'un magazine de surf, j'ai lu un entretien de Gilles Deleuze dans l'autre journal où il faisait une description des sports de glisse et notamment du surf avec une pertinence tout à fait inouïe de la part d'un philosophe. C'est-à-dire qu'il avait tout à fait compris que ces sports n'étaient pas des sports qui tiraient leur énergie de par un point d'appui, c'est-à-dire comme un coureur qui part sur les starting blocks pour gagner le 100 mètres, mais tiraient leur énergie et leur déplacement en s'insérant dans un mouvement qui était en cours, une colonne d'air, une vague. Et que arriver entre, s'insérer, était fondamental. Ce Pli, comment est-il vécu par le surfeur? C'est une matière dure, c'est une matière molle, je sais bien liquide, mais est-ce que c'est une surface qui est proche du verre, qui est blessante? Alors, vous savez, plus vous progressez en surf, plus évidemment vous vous engagez dans des déferlements critiques, c'est-à-dire où les vagues sont plus grosses, où les vagues sont ce qu'on appelle plus creuses, c'est-à-dire que la projection de la lèvre jette en avant, et évidemment, c'est une vague extrêmement difficile à prendre. Et ça tient toujours à un rien de pouvoir bien partir sur une vague de la sorte. Et sur une grosse vague, le surfeur, il part sur une glisse et il est totalement dépassé par toute la force de ce pli justement qui déferle. Et donc, au moment où il est dessus, où il glisse, il sent qu'il a une délicatesse absolument magique à s'insérer dans cette vague. Mais pour un rien,
il risque de chuter, donc elle risque de l'avaler, et à ce moment-là, c'est l'enfer, quoi, parce que quand une vague vous déferle dessus, là, c'est plus de la rigolade, quoi. C'est réellement, il y a réellement un risque, et le surfeur est voyé. Et c'est toujours cette limite entre l'extrême beauté, l'extrême magie, l'extrême finesse, et puis le bouillon, l'enfer, le tumulte, et le surfeur glisse juste sur cette limite qu'on peut également appeler un pli. Oui, je voudrais que vous compreniez bien que c'est une introduction, on n'a pas du tout entamé la philosophie de Leibniz. Hein. On fait des repères très généraux. Là, tout ce qu'on a fait pendant cette première partie, c'était le traitement de la matière selon Leibniz. Et est-ce que c'est un traitement qu'on peut appeler baroque? Et en quel sens? Pas de problème, pas de question? Bon. Alors, on continue. Tout à l'heure, nous nous occupions du niveau matière, défini comme le niveau des agrégats. Si vous voulez, le plus bas niveau. Maintenant, on va s'occuper du niveau plus haut. Et en effet, on suit assez le chemin de Wölfflin qui parle de ce qu'il y a au-dessus de ce premier niveau, des matières surbaissées, amollies, etc. Et ce second niveau que nous allons considérer, c'est évidemment maintenant celui de la forme, ou de la cause formelle, ou, si vous préférez, l'élément génétique de la forme. Et de même que tout à l'heure, il y avait un statut de la matière, maintenant, nous devons nous attendre à un certain statut de l'âme. De même que la matière ne cesse de se plier, de se déplier, eh bien, il y a des plis et des replis dans l'âme. On l'a vu, Monadologie, paragraphe 61. Il y a des plis et des replis dans l'âme. Tout nous suggère que peut-être pour Leibniz, ces plis et ces replis dans l'âme sont comme les éléments idéaux de la forme. Mais il faudra là aussi beaucoup de repères et d'explications pour comprendre ce que ça peut vouloir dire. Des éléments idéaux de la forme. Des éléments génétiques des formes. L'âme contiendrait les éléments génétiques des formes. Mais elle contiendrait les éléments génétiques des formes en tant qu'elle fait des plis et des replis, ou du moins en tant qu'il y a des plis et des replis en elle. Sentez que là aussi, Leibniz sera amené à trouver que la conception que Descartes se fait de l'âme est comme ridiculement sommaire. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Des éléments idéaux, les plis seraient des éléments idéaux génétiques qui rendraient compte des formes. En d'autres termes, l'élément génétique du pli, c'est quoi? Je dis, l'élément génétique du pli, c'est le point qui décrit une courbe. Le point sur une courbe.
point sur une courbe à courbure variable. C'est le cas le plus... Une courbe à courbure variable. J'en donne une espèce de dessin de formule très générale. Voilà. Voilà ce que je veux poser. Peut-on dire qu'il y a une irréductibilité génétique de l'inflexion? C'est-à-dire qu'il faut prendre l'inflexion comme élément d'une genèse idéale, comme élément génétique, c'est-à-dire comme élément qui engendre les formes. Voilà. Il me semble, là je ne peux pas dire que, il me semble qu'il en est bien ainsi chez Leibniz. L'élément qui engendre les formes, l'élément génétique des formes, n'est pas la droite rectiligne, c'est la courbe à variation constante, la courbe à variation, la courbe variable, la courbe de courbure variable, ou l'inflexion. Irréductibilité de l'inflexion. Et pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Sauf que déjà, il faut réfléchir, il faut s'arrêter. À chaque fois, il faut s'arrêter, vous savez, et puis appeler à l'aide. Appeler à l'aide, alors, appeler à l'aide, quand on parle ou quand on écrit, c'est plusieurs choses. Quand on parle, ça peut être, vous appelez à l'aide, vous. Mais là, jusqu'à maintenant, seul le silence m'a répondu. Je peux dire, aidez-moi, oui. L'inflexion, ce serait au conditionnel. Ce serait l'élément génétique des formes. Bon, on vient de voir que c'était en effet très particulier, une inflexion. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous appelle à l'aide. Et tout d'un coup, en vous appelant à l'aide, il y a quelque chose qui me traverse la mémoire. Des schémas d'un peintre célèbre. Et traverse ma mémoire. Ah oui, tout ça, c'est dans Paul Klee. Ah, je me dis, oui, mais Paul Klee, je vais tomber dans leurs proches. Vous appelez baroque n'importe quoi, tout ça, alors évidemment. Et non, c'est pas moi, heureusement, c'est Paul Klee. Paul Klee s'intéressait énormément au baroque. Il a écrit sur le baroque. Alors, s'il a écrit sur le baroque, et s'il trouvait ça très bien, le baroque, peut-être que ses propres schémas, et dans un petit livre merveilleux de Paul Klee, Théorie de l'art moderne, enfin qui est apparu sous le titre Théorie de l'art moderne, il y a l'étude des formes en mouvement. Mais les formes en mouvement présupposent un engendrement des formes à partir d'un mouvement. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est-à-dire une genèse des formes dont Klee nous parle sous le titre « Esquisse pédagogique ». Et ces esquisses pédagogiques commencent par l'affirmation que le point n'a besoin de rien d'autre que sa propre spontanéité. Ça, il faut que vous le reteniez, parce que quand on retrouvera Leibniz, vous verrez en quel sens c'est mathématiquement, physiquement, tout ça, c'est une idée, mais c'est une idée clé. Oh, tiens, amusant. C'est une idée fondamentale de Leibniz. Le point n'a besoin que de sa spontanéité. La spontanéité du point, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La spontanéité du point, c'est l'inflexion. Le point n'a besoin que de sa propre spontanéité pour suivre une courbe d'inflexion. Si j'insiste là-dessus quant à Klee, c'est que vous allez voir qu'il y a l'anti-Klee, qui n'est pas moins un grand peintre, à savoir Kandinsky. Et que ça marque leur peinture, c'est pas des histoires théoriques du dehors, c'est inscrit dans leur peinture. Pour Kandinsky, au contraire. Le point ne peut entrer en mouvement que sous une contrainte extérieure.
si bien que toute la peinture de Kandinsky la concevra comme une affaire de tension. La tension qui s'exerce sur le point pour le mettre en mouvement, et toute la conception de la peinture de Klee. S'il y a un peintre que l'on peut dire spontanéiste, à condition de voir que spontanéiste, ça ne veut pas dire évidemment faire n'importe quoi, c'est que le point suit une courbe d'inflexion par sa propre spontanéité. Gilles Deleuze, d'accord. Le pli, Leibniz et le baroque. Georges Didier Huberman, Rodolphe Burger, Gibus de Soultret. Archives INA, Arnaud Touveron. Groupe de réalisation, Jean-Marc Pottery, Frédéric Changenet, Manuel Couturier, Mathieu Leroy, Jean-Louis Deloncle, Clotilde Pivin, Jean Dève. C'était un numéro de Surpris par la nuit de Jean Dève, diffusé pour la première fois le 25 avril 2002 sur France Culture.